Madame, Monsieur, bonsoir. Nous sommes le 8 mai, 50e jour depuis l'entrée en vigueur de l'état d'urgence sanitaire dans notre pays. Et aujourd'hui, 7e réunion du comité de veille économique avec à la clé des chiffres concernant les mesures adoptées par le comité pour répondre aux conséquences liées à l'arrêt dans l'essentiel des activités. Ainsi, près d'1 million de salariés enregistrés pour indemnisation pour le mois d'avril. Dans l'informel, cette fois, versement des aides financières pour quelques 85% de la population éligible, selon bien sûr le communiqué du comité. Chez les particuliers, l'État avec les banques s'engage à assumer tous les intérêts intercalaires générés par le report des échéances de crédit logement ou à la consommation, des crédits qui ont été accordés pour les particuliers dont les revenus ont baissé suite à la crise Covid. Et puis ces décisions de taille, aucune sûreté ne sera désormais exigée pour contracter la ligne de crédit d'Aman Oxygène pour les toutes petites ou moyennes entreprises. L'État confirme ainsi ses engagements pour sauver l'emploi, restaurer la confiance et se préparer à la prochaine étape, celle de la relance. Nous questionnerons ce soir Tariq El-Melki, analyste au Centre marocain de conjoncture, sur les pistes de cette reprise. Et puis, en deuxième partie d'émission avec le tourisme, c'est l'un des secteurs qui a subi les prémices de cette crise planétaire et celui dont l'activité n'est pas prête à reprendre de sitôt. Ampleur des dégâts et pistes de relance dans le secteur de l'événementiel avec le président du groupement professionnel des prestataires de ce secteur au Maroc, Aziz Bouslamti, qui se joindra à nous en deuxième partie donc de cette émission. Mais avant, parlons conjoncture macroéconomique. Cela fait la une de tous les journaux télévisés ou de tous les sites électroniques d'information. Les dommages économiques causés par l'épidémie du coronavirus à l'échelle mondiale ne se comptent plus, provoquent une situation de détresse avec la perturbation de systèmes de production, la contraction bien sûr des marchés, la dégradation des revenus, qui, bien sûr, aussi n'exclut pas la destruction de millions d'emplois dans le monde. Avant d'en discuter avec Tariq El-Melki, analyste au Centre marocain de conjoncture, je vous laisse avec ce sujet d'Anissa Raouf. Au Maroc, les effets de la crise sanitaire se ressentent, comme partout ailleurs, pour les économies largement ouvertes sur l'extérieur. La réactivité des autorités face à la menace de propagation de l'épidémie à travers les décisions rapides de fermeture des frontières et de confinement des populations a eu pour conséquence un arrêt presque immédiat d'activité dans les secteurs les plus exposés. Ces secteurs englobent notamment l'hôtellerie, les transports, la restauration, le commerce, la construction et les industries manufacturières. Selon les données enregistrées à la CNSS à ce sujet, plus de 800 000 personnes sont en arrêt pour le secteur organisé. La perte d'emploi dans les différentes activités affectées par la pandémie peut atteindre le double, soit près de 2 millions de postes durant la période de confinement, représentant près de 20% d'emplois au total pour la même période. L'exemple des activités de l'automobile et du textile est révélateur. Au niveau national, l'arrêt de la production de Renault et Peugeot a entraîné une pause à durée indéterminée de 66 unités de production sur 250 unités industrielles existantes et la mise au repos de 12 000 employés sur un total de 180 000 que compte le secteur. Cette même menace pèse également sur le secteur du textile, constitué de 1200 entreprises employant 160 000 personnes. Les pertes liées à la seule activité de l'automobile à la suite de cette crise est évaluée à 7 milliards de dirhams, alors que le textile pâtirait de la faiblesse de la demande de ses principaux clients, fortement touchés par cette pandémie, que sont la France et l'Espagne, qui absorbent 60% des exportations du textile marocain. Même s'il est encore trop tôt pour estimer pleinement les réels impacts de cette crise sur la production et l'emploi notamment, beaucoup d'organismes de prévision ont récemment revu leurs prévisions de croissance à la baisse. Il en va ainsi pour le Centre marocain de conjoncture, qui après une première estimation du taux de croissance du PIB de 0,8% en début de crise, a revu ses prévisions de croissance à la baisse avec un taux estimé à moins 3,2% pour l'année 2020. Aussi, la réalité dépendra de la durée du confinement qui s'est révélé indispensable du point de vue sanitaire.
Nous établissons tout de suite le contact via Skype avec Tariq El-Malki, analyste au Centre marocain de conjoncture. Bonsoir Tariq Malki. Bonsoir, merci pour l'invitation. Bienvenue à vous et merci de l'avoir accepté. Alors, avant de commenter ces chiffres qui viennent d'être énoncés, n'est-ce pas, dans ce papier, une réaction peut-être par rapport aux nouvelles mesures qui ont été adoptées et annoncées aujourd'hui par le comité de veille économique pour faire face aux conséquences de la crise du Covid. Très bien, donc je note que c'est la 6e réunion du comité de veille économique, la 7e. Donc moi, ce que je peux dire par rapport aux actions volontaristes qui ont été menées par le gouvernement et en l'occurrence le ministère des Finances, je pense qu'elles sont extrêmement positives dans la mesure où elles ont permis d'atténuer à court terme les chocs et sur la baisse, voire même l'arrêt d'activité donc au niveau de certains secteurs d'activité, donc avec tout ce qu'il y a comme impact en matière de perte de postes d'emploi. Donc vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure, donc les entreprises qui sont en arrêt d'activité totale ou partielle, on parle de 140 000 entreprises, en majorité donc des TPME, des entreprises formelles. Hein. Je rappelle que tout cela, en ce qui concerne donc les chiffres donnés pour les entreprises, il s'agit donc du tissu des entreprises formelles. Donc tout cela, d'une certaine manière, a permis donc d'atténuer les chocs sur l'offre et les chocs sur la demande. Donc bien évidemment, tout ce qui suit comme postes détruits. Donc vous avez rappelé qu'il y a près de 900 000 salariés déclarés à la CNSS qui sont donc éligibles pour les mesures d'indemnité de perte d'emploi. Donc ce qui correspond au tiers donc des entreprises, des salariés du formel. Mais il ne faut pas oublier les pans entiers donc, de l'économie informelle marocaine. Donc, vous avez rappelé également à juste titre qu'il y a 2 millions d'emplois donc, qui ont été détruits, ce qui correspond à peu près à 20% donc, de la population active totale. Donc, si vous voulez, à court terme, c'est des mesures donc, qui ont permis d'atténuer le choc concomitant sur l'offre et de la demande, mais à mon sens, il faut muscler davantage le programme de relance, car je crains que les impacts restent encore extrêmement... on n'a pas encore d'une certaine manière une idée précise de l'impact réel de cette crise sur l'économie marocaine. Il y aura des différentiels en matière de secteurs d'activité. Vous avez rappelé les secteurs qui sont touchés de plein fouet aujourd'hui, notamment le secteur aérien, le secteur du tourisme, de l'hôtellerie. On parle de 500 000 emplois qui seront détruits dans le secteur du tourisme, de près de 40 milliards de manque à gagner en termes de chiffre d'affaires pour les entreprises, de 6 millions de visiteurs en moins. En ce qui concerne le secteur de l'aérien, les chiffres sont aussi effarants, puisque c'est presque une baisse de chiffre d'affaires de près d'1 milliard de dollars, selon donc un certain nombre d'estimations, 5 millions de voyageurs en moins. Donc, sans parler des secteurs qui sont, parce que le Maroc est un pays qui a fait le choix de l'ouverture économique, du libéralisme commercial, donc des secteurs notamment dans l'industrie manufacturière, qui sont dépendants de la demande extérieure et qui vont souffrir de cette crise, parce qu'en réalité, on nage en pleine incertitude, en pleine inconnue lorsqu'on parle de relance. Il y a donc un certain nombre d'hypothèses. Alors justement, parlons de ces hypothèses de relance, parce que le Maroc ne fait pas exception, il subit les effets de cette crise comme un peu partout dans le monde, c'est la pire crise économique depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais qu'en est-il pour le Maroc? Quelles sont les hypothèses de sortie de crise possibles déjà à moyen terme? Nous avons parlé des mesures qui ont été prises pour le court terme, qu'en est-il pour le moyen terme sur la base des études qui ont été menées par le CMC, le Centre marocain de conjoncture? Non, premièrement, l'idée c'est d'une certaine manière, considérer que les mesures qui ont été prises à court terme, notamment la création du fonds aussi de solidarité anti-Covid-19, il faut en parler parce que c'est quand même un modèle du genre en la matière. Le Maroc a été parmi les pays les précurseurs en matière, on va dire, de volontarisme budgétaire, donc à travers donc la création de ce fonds qui est doté aujourd'hui de près de 40 milliards de dirhams, ce qui fait à peu près 4 à 5% du PIB. Et qui, donc, une partie de ce fonds donc, a été orientée vers on va dire le maintien de l'offre et de la demande, donc à travers
le sauvetage d'un certain nombre d'emplois de TPME et surtout donc le maintien autant que faire se peut des revenus donc des catégories les plus vulnérables. Ce fonds a également permis aussi de doter, on va dire, le système de santé marocain en matière de capacité hospitalière, parce que c'était pas gagné au début. Il faut quand même se remettre dans le contexte de la propagation de ce virus qui a été d'une brutalité inouïe, qui a pris tout le monde de court, même les grandes puissances. Un virus dont l'origine est en Chine et puis qui s'est propagé à une vitesse grand V pour toucher la plupart des pays de la région. Donc le Maroc a quand même été à l'avant-garde en matière de réactivité, donc à travers la création de ce fonds et de ce conseil de veille stratégique. Mais l'idée, c'est qu'à partir de cette situation, celle-ci doit nous permettre de mettre en place les ruptures radicales dans notre politique économique que nous appelions de nos voeux depuis plusieurs années. Et il y en a 4, donc, à mon sens. Et quelle que soit, d'une certaine manière, la périodicité en matière de démarrage, parce qu'il ne faut pas se leurrer, je pense que cette crise, elle est partie pour durer plusieurs années, indépendamment, comme je l'ai rappelé, des secteurs d'activité. Donc le Maroc devrait finir l'année entre une croissance négative de l'ordre de moins 3% du PIB, dépendamment aussi de la sortie du confinement, parce qu'il faut aussi, tout ce qu'on avance comme prévision, c'est sur la base d'une situation qui évolue au jour le jour. Donc si demain le confinement est reporté pour un mois, vous imaginez le manque à gagner, là aussi, en matière de choc, en matière d'offres et de demandes de manière concomitante. Donc là, on part sur une hypothèse de déconfinement progressif à partir du 20 mai prochain. Mais donc l'idée, c'est que nous allons terminer donc l'année avec tous les indicateurs macroéconomiques au rouge, les réserves de change, le déficit budgétaire, le déficit. Alors justement, parlant de déficit budgétaire et le déficit de la balance commerciale, parlons de la dette pour terminer, Tariq El Malki. Finissons avec cette question de la dette. Quid justement de cette question de dette Non, moi je considère que notamment la dette intérieure qui représente le plus gros de l'endettement du pays. Moi je considère que le Maroc aujourd'hui a les moyens, d'une certaine manière, les outils, les instruments économiques pour faire des choix de rupture. Je donnerai 3 exemples. Sur le plan budgétaire, il faut cesser de parler d'austérité. Aujourd'hui, l'État, à travers l'investissement public, à travers la commande publique, est le seul à même de faire redémarrer la machine. Donc moi, je considère que nous allons peut-être finir l'année avec un déficit de 7-8%. Ce n'est pas grave en soi, dans la mesure où l'ensemble des pays contre 3,5% prévu pour la loi de finances 2020. Oui, juste pour rappel pour nos téléspectateurs. Moi, je préconise un déficit programmé, soutenable pour les 4-5 prochaines années. Et ce déficit soutenable, bien évidemment, il doit aller vers l'augmentation de l'investissement public dans les infrastructures de base dont le Maroc a encore besoin, dans les infrastructures sociales, notamment l'éducation, la santé, et également donc dans le financement d'une partie de la protection sociale. Donc moi, je considère qu'aujourd'hui, ce déficit budgétaire soutenable doit être programmé dans les futures lois de finances et doit donc servir principalement donc à financer l'augmentation de l'investissement public de manière annuelle. Et merci beaucoup. Donc, juste pour terminer un point, l'endettement, le Maroc a la capacité de s'endetter en interne, mais le Maroc a également 2 autres leviers, qui est la politique monétaire, que je considère, donc la politique monétaire doit être revue avec on va dire un amendement de l'article 69 des statuts de Banque Maradi pour permettre au Maroc véritablement de pouvoir, à travers sa banque centrale, financer le trésor qui justement donc aurait une manne financière pour financer les programmes d'investissement public. Et la réforme fiscale, cette réforme fiscale tant attendue, doit également permettre donc de générer des recettes fiscales supplémentaires. On peut estimer ça à 30-40 milliards de dirhams à travers l'élargissement notamment de l'assiette fiscale vers les revenus professionnels et surtout les commerçants, les industriels dans le secteur informel, la réforme de la TVA, les niches fiscales, tout ceci de manière concomitante pourra permettre de financer une partie de l'investissement public, une partie de la protection sociale et une partie également soutenir la compétitivité des TPME et la baisse de la pression fiscale sur les ménages les plus défavorisés.
Des points qui ont été discutés lors des assises de la fiscalité l'année dernière et qui ont déjà, avant même, n'est-ce pas, de tomber dans cette crise du Covid. Merci beaucoup, Tariq Melki, pour l'ensemble de vos éclairages. Je rappelle donc que vous êtes analyste au Centre marocain de conjoncture. Et nous enchaînons avec notre deuxième partie d'émission, cette fois beaucoup plus microéconomique et qui touche et qui met la lumière sur un secteur très, très affecté par cette crise du coronavirus. À tout de suite. Aux côtés donc du tourisme, c'est l'un des secteurs les plus impactés par l'invasion du coronavirus, l'événementiel qui subit de plein fouet les effets de l'interdiction des rassemblements de masse et ce, bien avant la mise en marche ou en tout cas l'établissement de l'état d'urgence sanitaire. Beaucoup d'annulations d'événements en masse. On en sait plus dans ce sujet, signé Anissa Raouf. Parmi les secteurs les plus affectés par l'invasion du coronavirus, l'événementiel subit de plein fouet les effets de l'interdiction des rassemblements de masse et l'annulation d'événements. Jeudi 5 mars, une circulaire du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports annonce que l'ensemble des événements, colloques, rencontres culturelles ou sportives impliquant des personnes venant de l'étranger étaient interdits d'organisation. La même circulaire indique que toutes les manifestations rassemblant un public de nationaux dépassant les 1000 personnes et organisées dans des espaces clos ou confinés étaient également interdites. 2 mois plus tard, et alors que le coronavirus court toujours, le groupement professionnel des prestataires de l'événementiel du Maroc a fait appel à un expert comptable pour évaluer l'impact du confinement sur le secteur événementiel au Maroc, entièrement à l'arrêt, potentiellement jusqu'en 2022. En tout, le secteur fera cette année l'impasse sur 63 milliards de dirhams de retombées économiques, soit 5% du PIB selon le groupement des prestataires de l'événementiel au Maroc. Un écosystème marocain qui compte 90 000 emplois et comprend 5 000 entreprises. La sauvegarde de l'emploi figure parmi l'une des priorités du groupement qui a appelé ses membres à être solidaires envers les employés et à verser des salaires le plus longtemps possible. Une solution provisoire pour maintenir les emplois, mais jusqu'à quand ? Voilà, donc nous avons une idée un peu plus claire sur les chiffres pour avoir une idée chiffrée, n'est-ce pas, sur ce secteur de l'événementiel. Nous établissons le contact depuis Rabat via Skype avec Aziz Bouslamti, président du groupement professionnel des prestataires de l'événementiel du Maroc. Bonsoir Aziz Bouslamti. Bonsoir et merci de me recevoir. Bienvenue à vous. Alors, merci. Tout d'abord, avant de commencer, donc on en sait un peu plus sur les pertes, sur ce que représente ce secteur en termes d'emploi. De quelle tutelle dépend le secteur de l'événementiel ? Alors, aujourd'hui, le GPVM, qui est affilié à la Fédération Commerce et Services de la CGM, estime que sa tutelle est bien au ministère du Commerce et de l'Industrie, parce que nous considérons que notre secteur est une industrie. Donc, encore une fois, nous pensons et nous estimons que c'est ce ministère qui nous pourrait nous soutenir dans l'avenir, nous aider à se structurer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous ne dépendez pas du ministère de l'Industrie. Ce n'est pas encore le cas. Vous dépendez de plusieurs ministères en même temps, tout à fait. Okay. Donc, voilà. Alors, je voudrais juste peut-être aussi parler du chiffre d'affaires. Par exemple, en France, on parle d'un chiffre d'affaires de 60 milliards d'euros pour ce secteur de l'événementiel. Qu'en est-il du chiffre d'affaires annuel au Maroc pour le secteur de l'événementiel ? Alors aujourd'hui, notre secteur engendre un chiffre d'affaires de quelque chose comme 38 milliards de dirhams, dont 11 et quelques en devises. Donc nous employons 90 000 personnes directement et plus de 100 000 indirectement. Aujourd'hui, donc ce sont plus de 5 000 entreprises avec des retombées économiques qui représentent un chiffre d'affaires dû et induit qui tourne autour de 63 milliards de dirhams, ce qui représente 5% du PIB. Certains diront que c'est beaucoup, mais comme vous le savez, que nous sommes les principaux clients des palais des congrès, des salles de conférences, des hôtels, des restaurants, des traiteurs. Quand on organise un événement, on fait appel à des médias, on fait appel à des sociétés de production, des agences de communication. On met à contribution des modérateurs, des interprètes, des traducteurs, des hôtesses, sans parler des autres métiers qui sont liés directement ou indirectement à notre industrie. Et qu'en est-il de l'informel ?
Alors l'informel, c'est vrai que c'est un phénomène qui est présent dans notre domaine et c'est parmi les grands objectifs de notre groupement, c'est un petit peu aider et encadrer les freelances qui travaillent à avoir à s'établir en auto-entrepreneur pour justement contrer ce phénomène. Alors, est-ce que aujourd'hui, donc vous vous êtes organisé, vous, en tant que rassemblement de groupement des prestataires de l'événementiel, est-ce que vous vous êtes organisé pour justement donner ou fournir vos doléances à l'État afin que vous puissiez mettre en place une stratégie commune de relance du secteur ou déjà pour éponger, n'est-ce pas, les pertes et venir en aide à ces 5000 entreprises que vous avez citées, sans compter bien sûr tous les emplois directs et indirects liés? Aujourd'hui, notre groupement étant le représentant majeur de notre écosystème, là je parle d'écosystème et pas de secteur parce que nous sommes un écosystème d'industrie événementielle. Donc je pense que depuis le début de la pandémie, beaucoup d'entreprises sont à l'arrêt total. Nous avons perdu tout le carnet de commandes pour la saison actuelle. Nous recevons actuellement des reports et des annulations pour la deuxième saison qui s'étend de septembre à décembre. Nous n'avons aucune visibilité pour l'année 2021. Et si on se base sur l'avis des experts qui disent que les événements, la reprise des événements avec le format qu'on connaît actuellement n'est envisageable qu'en 2021. Je vous laisse imaginer, madame, les conséquences de 19 mois de chômage, de perturbations dans ces secteurs. Qu'est-ce que ça pourra avoir comme conséquence sur l'emploi et sur la survie de centaines d'entreprises? Alors, donc, cet écosystème, voilà. Bon, alors, est-ce qu'il y a un plan de relance qui a été établi, comme c'est le cas avec de plusieurs départements, que ce soit ministériel ou même du côté du privé, à travers le patronat? Est-ce qu'il y a un plan de relance qui est établi aujourd'hui? Effectivement, vous savez, madame, que nous avons des idées, mais des solutions concrètes, nous ne pouvons les avoir que par la contribution des autorités et par leur engagement. Nous faisons confiance à ce gouvernement, parce que la clé qui va nous faire sortir de cette crise, qui va nous ouvrir la porte des solutions, c'est eux qui la détiennent et nous leur faisons confiance. Comment? Nous ne sommes pas restés les bras croisés. Nous avons travaillé pendant 3 semaines pour préparer un plan de relance assez concret qui met en avant les doléances et les mesures que nous avons proposées. Ce plan de relance s'articule sur une hypothèse décisive qui est le maintien de la commande publique et sur 5 leviers, à savoir donc le maintien de la commande publique, le sanitaire, la communication et la promotion, le social et le fiscal et en dernier lieu le bancaire. Alors si vous permettez que je puisse faire très rapidement détailler, donc pour la commande publique, il est important que les donneurs d'ordre n'annulent pas, mais reportent leurs événements et organisent des événements qui sont prévus pour le reste de l'année. Parce que, bien entendu, l'organisation de ces événements va se faire selon les normes, j'en parlerai plus tard. Pour la communication et la promotion, donc pour la promotion, elle est très importante pour notre écosystème parce qu'elle est vitale pour l'image de la marque Maroc, du Made in Morocco, oui. Et la communication pour maintenir cette expertise qui ne doit pas être perdue. Alors pour le sanitaire, c'est quelque chose de très important. Nous avons proposé de mettre en place une cellule avec bien entendu la collaboration des autorités compétentes, à savoir le ministère de la Santé et les autres administrations sanitaires, pour mettre en place des normes et des protocoles précis qui vont nous permettre d'organiser des événements tout en préservant la santé des participants. Donc, pour ce qui est du fiscal et du social, je pense que le CVE fait un excellent travail, on les félicite, on leur souhaite bonne chance pour le reste. Et pour le bancaire, j'en parle parce que aujourd'hui, sans le soutien des banques marocaines, un soutien réel,
des banques marocaines. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils sont en train de faire un bon travail, mais je pense qu'on attend plus. On attend l'octroi des crédits avec des taux très bas et l'accès au crédit avec moins de conditions pour les très petites entreprises. Voilà. Très bien. Rapidement, peut-être une réorganisation aussi de cet écosystème, Aziz. Il faut que ce soit aussi une force de frappe à part ce que vous venez de dire par rapport à l'État, mais l'écosystème en soi doit peut-être aussi revoir son organisation. Alors justement, c'est ce que j'ai dit au départ. On compte énormément sur le ministère du Commerce et de l'Industrie, sur le ministre Moulay Hafid Al-Alami, pour nous aider à se structurer. On est conscient qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais nous avons confiance dans l'avenir et dans l'équipe qui gère actuellement le groupement. Très bien. Merci beaucoup, Aziz Boussamti, d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'était Question Éco. Je rappelle que vous pouvez encore une fois interagir avec nous via le hashtag Question Éco et poser vos questions, vos interrogations par rapport aux effets économiques et sociaux de cette crise du Covid. Nous serons là avec nos experts pour y répondre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et un très bon week-end.